Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Panama, Glacier, Peanut, on leur donne des noms tellement il en reste peu. 12 baleines noires sont mortes depuis juin 2017 dans les eaux du golfe Saint-Laurent sur une population mondiale d'à peine 450 individus. La baleine noire de l'Atlantique Nord, ou baleine franche, est une espèce en voie de disparition, protégée notamment par la loi sur les espèces en péril du Canada. Et c'est la faute de l'homme si ces cétacés disparaissent. Le nombre de collisions avec les navires est en hausse. La modification de leur habitat s'accélère avec les changements climatiques. Les filins de pêche les capturent. Devant la menace d'extinction, certaines mesures pour protéger ces baleines ont été prises. Interdiction de pêche dans une zone de fréquentation du golfe du Saint-Laurent. Limite de vitesse pour les navires. Mais cela risque de ne pas être assez. Les baleines noires sont-elles condamnées à rejoindre la longue liste des espèces bientôt disparues? Donc nous en parlons avec aujourd'hui Émilie Couture, vétérinaire au zoo de Granby et co-auteur d'un rapport scientifique sur les récentes mortalités de baleines noires dans le golfe Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. On en parle aussi avec Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour. Bien, bonjour. Donc, 12 mortalités de baleines noires depuis juin dernier. Comment expliquer un peu ce qui arrive? C'est un drame, surtout en regard du faible nombre de ces cétacés qui restent. Peut-être Monsieur Michaud? Bien, pour mettre en perspective ces chiffres, faut comprendre qu'au cours des 30-40 dernières années, cette population a été suivie de très très près. Au début des années 90, on croit qu'il restait à peine 300 baleines noires dans l'Atlantique Nord. Plusieurs mesures dès le début des années 90 ont été mises en place pour faciliter le rétablissement de la population et il y a des gestes qu'on a posés qui semblent avoir fonctionné parce que encore il y a 2 ans, on estimait la population autour de 500 individus. On a appris au cours de ces années-là que les principales causes de mortalité sont restées stables. C'était les prises accidentelles, les prises dans les filets des pêcheurs, les gréements, les câbles et les collisions. Les mesures de conservation ont été mises en place pour réduire les collisions dans certains secteurs, surtout les passages très achalandés sur le long de la côte est américaine, dans la baie de Fundy. Et vraisemblablement, ça fonctionnait parce que la fréquence avec laquelle on recueillait des carcasses qui avaient été frappées par des navires a diminué. Pour ce qui est des prises accidentelles, les mesures qui ont été tentées jusqu'à présent avaient connu moins de succès. Au fil de ces années-là, on retrouvait autour de 2, 3, parfois 4 carcasses de baleines noires à chaque été. Et chacune faisait l'objet d'une nécropsie, d'un examen attentif. Et cet été, c'est 17 carcasses qui ont été retrouvées en tout. Alors, c'est une augmentation fulgurante et presque paniquante. Et c'est pourquoi des efforts énormes ont été faits cette année pour aller documenter le plus possible chacune des carcasses qui ont été identifiées. Oui, qu'est-ce qui caractérise les baleines noires donc de l'Atlantique Nord qui fréquentent les eaux canadiennes? Une caractéristique intéressante, c'est son nom, the right whale, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais, c'est parce que les chasseurs trouvaient que c'était la bonne baleine à chasser. C'est une baleine qui est grosse, qui est lente, qui passe beaucoup de temps en surface, et pour les chasseurs, quand on la tuait, elle flottait, ce qui facilitait sa chasse, son exploitation, ce qui explique en partie pourquoi il restait, au début du siècle, si peu de baleines noires. Mais cette même caractéristique qui la rendait vulnérable ou une bonne candidate pour la chasse, la rend aussi vulnérable aux autres activités des humains, comme la baleine noire est relativement côtière, elle se tient près de la côte est américaine où transite un trafic maritime important, que les baleines noires mangent près de la surface, elles sont lentes, mais elles sont sujettes à ces collisions avec les bateaux. Elles sont aussi susceptibles de s'en mêler dans les casiers de pêcheurs parce qu'elles partagent le même habitat que les proies, les pêches, les crabes, les homards qui sont recherchés par les pêcheurs. Une de ces caractéristiques, c'est d'être dans le trafic. Nos collègues américains, Scott Krause, les baleines urbaines, the urban whale. C'est probablement la caractéristique qui a rendu sa survie et sa conservation la plus problématique. Oui, Madame Couture, vous avez été amenée à travailler sur les nécropsies des baleines noires. Quels ont été les points importants de votre rapport là? Oui, en fait, donc
on a effectué une nécropsie complète sur 7 des carcasses, donc 7 des 12 carcasses qui ont été trouvées en eau canadienne. Il y en a eu 17 au total cet été, comme M. Michaud l'a mentionné. Sur les 7 carcasses, il y a 2 baleines qui sont mortes des suites d'un empêtrement dans des cordages de pêche, probablement une noyade rapide. C'était deux relativement jeunes femelles, une de 2 ans, une autre de 11 ans environ. Et pour 4 autres des baleines, en fait, on en est venu à la conclusion que leur mort était associée à une mort subite associée à un trauma contondant, donc ce qui est probablement associé à une collision avec un navire. La 7e baleine qui a été nécropsiée était malheureusement dans un état de conservation un peu trop avancé pour qu'on puisse déterminer avec la cause exacte de la mort, mais il y a certains signes qui nous font penser que un trauma contondant a pu aussi avoir lieu dans ce cas-là, mais on peut pas le confirmer. Ça corrobore, M. Michaud, ce qu'on connaît donc de la situation des baleines noires urbaines? Oui, en fait, c'est ces causes que l'équipe d'Émilie ont pu documenter très précisément cet été. C'est les conclusions auxquelles les vétérinaires américains et quelquefois canadiens, parce qu'il y a quelques carcasses qui avaient été nécropsiées au Canada également, mais la majorité de ces nécropsies jusqu'à présent avaient été faites dans les eaux américaines. Et à chaque fois qu'on retrouve une baleine noire morte, c'est toujours ces 2 causes-là qui sont impliquées. Et étonnamment, et c'est très inquiétant, les animaux qu'on retrouve morts sont relativement jeunes. Vous savez, les baleines noires en santé peuvent vivre jusqu'à 70-75 ans. La majorité des animaux qu'on retrouve morts de ces causes-là, et depuis plusieurs années, même plusieurs décennies maintenant, sont habituellement âgés de 30 ou 40 ou 45 ans. Et parfois plus jeunes. Cet été, l'âge moyen des carcasses qui ont été examinées par l'équipe d'Émilie était très jeune. Alors, c'est des morts accidentelles qui raccourcissent beaucoup la vie de ces animaux-là. Et ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Oui. Vous êtes aussi sur le comité d'urgence. Comment ça se passe, justement, quand on voit une baleine qui flotte à la dérive, morte ou qui s'échoue? Comment ça se passe? En fait, c'est presque un branle-bas de combat qui se met en place. Il faut comprendre que au Canada, comme aux États-Unis, depuis une trentaine, quarantaine d'années, il y a des réseaux d'urgence qui ont été mis en place un peu partout parce que on veut comprendre qu'est-ce qui arrive avec ces espèces-là. Et certaines de ces espèces de baleines sont connues de par seulement quelques observations, et les carcasses ont souvent et traditionnellement été une grande source d'information. Alors, le réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins, qui est mis en place depuis le début des années 70, depuis le début des années 90, a diffusé un numéro d'urgence. Alors, les navigateurs, les pêcheurs, les riverains connaissent de mieux en mieux le numéro de téléphone urgence mammifères marins. Lorsqu'ils aperçoivent un animal échoué ou à la dérive, ils nous appellent. Et nous, on est comme un centre de répartition selon l'espèce impliquée dans l'incident, selon le type d'incident. Mais on a 18 partenaires répartis sur l'ensemble du territoire québécois. L'équipe de Émilie Couture aux Zoo de Granby, Stéphane Lair, l'Université de Montréal sont parmi ces partenaires-là. Mais il y a d'autres organisations sans but lucratif, l'Aquarium des îles La Madeleine, la station de recherche aux îles de Mingan, les agents des pêches, les gardes de parc. Alors, c'est tous ces gens qui sont prêts à aller, dans un premier temps, documenter la situation. Dans le cas d'une baleine à la dérive, par exemple, cet été, où l'alerte était déjà lancée, et là, à chaque fois qu'il y avait un appel pour une carcasse à la dérive, nos collègues de pêche océan allaient soit en avion, soit en bateau documenter, valider la situation. Fait que ça, c'est toujours la première étape. On veut vérifier l'information qu'on reçoit. Des fois, c'est par des plaisanciers. Et maintenant, je vous avoue que le fait que tout le monde ait un petit téléphone cellulaire qu'on dit intelligent nous aide beaucoup dans notre travail, parce que les gens voient quelque chose, ils prennent des photos, ils nous les envoient par les Internet et ça accélère grandement. Mais là, selon l'espèce, là, c'est tout un processus qui va être mis en place. Est-ce qu'on veut aller récupérer la carcasse ou l'échantillonner en place? Et cet été, ça a été ça la grande discussion dans les premiers jours de cette série noire-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les carcasses? Est-ce qu'on va les laisser aller? Est-ce qu'on va les ramener?
Et il a été assez rapidement décidé que chacune des carcasses, et ça n'a pas été sans des échauffements, c'était pas évident comme décision. Une fois que le gouvernement fédéral, Pêche Océan Canada, a décidé qu'on allait nécropsier, examiner chacune des carcasses, on met en branle un système très important. Je pense que Émilie pourrait nous témoigner de son été. Oui, son été a été chamboulé. Je veux dire, tout le monde avait quelque chose d'autre à faire cet été que courir après les carcasses. Tout le monde a suspendu son travail parce qu'on a jugé que c'était important. Fait que l'été 2017 est un peu exceptionnel dans ces termes-là. Mais on fait ça depuis des années, sauf que cette année, on le fait sans cesse. Tout le monde y a mis tout l'été. Je pense qu'Émilie pourra témoigner. Oui. Madame Couture, justement, comment ça se passe, une nécropsie de baleine? Mais en fait, tu sais, comme M. Michaud l'a mentionné, c'est certain que bon, il y a la nécropsie en tant que telle, mais il y a aussi toute la préparation. Dès qu'on avait vent, qu'il y avait une carcasse qui avait été trouvée, qu'il y avait une possibilité qu'il y ait une nécropsie, nous, il fallait de notre côté mobiliser toute l'équipe puis se tenir prêt à partir parce que quand on pense, les nécropsies ont été effectuées au Nouveau-Brunswick, aux îles de la Madeleine et à l'île du Prince-Édouard. Et puis, nous, on partait de Saint-Hyacinthe. Donc, c'était toujours un minimum d'une dizaine d'heures de route qu'on avait à faire. On devait se tenir aux aguets parce qu'une fois que la décision était prise et que la carcasse était pour être remorquée, on avait à peu près cet intervalle de temps-là pour se rendre sur le site. Donc, effectivement, donc les premières nécropsies ont eu lieu dans le temps des déménagements. Donc, on servirait de bord quand on avait à déménager, etc. Et puis après ça, donc, une fois rendu sur place avec toute notre équipe, donc on était des vétérinaires, des techniciens, tout le matériel à apporter pour pouvoir effectuer les nécropsies. Oui. Qu'est-ce qu'on apporte justement comme matériel? On apporte surtout des survêtements, on apporte des couteaux, de quoi aiguiser les couteaux, des petits pots pour mettre les échantillons, du formol pour pouvoir fixer des échantillons de tissu, des sacs, des contenants pour contenir des liquides, on prévoit vraiment pour tout. Arrivé sur place, on s'habille en conséquence, donc on met des vêtements, des sous-vêtements auxquels on ne tient pas trop. On s'habille donc de la manière la plus imperméable possible. Et puis, toute nécropsie commence par un examen externe de la carcasse. Donc, il faut penser qu'on fait la nécropsie pour deux choses, pour déterminer la cause de la mort de l'animal, mais aussi pour ramasser des données pour aider en fait à augmenter les connaissances qu'on a sur ces espèces-là. Donc, on va prendre des mesures. On va prendre des photos de cicatrices externes qui vont aussi aider à l'identification de la baleine en tant que telle. Donc, la raison pour laquelle on a des noms de ces baleines-là qui sont suivis par les organismes aux États-Unis, donc le New England Aquarium, qui ont un catalogue sur les baleines-là, c'est grâce à la photo-identification et à la prise d'échantillons génétiques. Donc, il y a ça qu'on fait aussi pendant les nécropsies. Une fois qu'on a terminé l'examen externe de la carcasse, mais là, on y va un petit peu par pelure d'oignon. Donc, on va commencer par enlever la couche de gras et de peau à l'extérieur, ce qui nous amène aux muscles. On remarque les changements au niveau de ça. Donc, dans le cas des baleines qui étaient frappées par des navires, on avait des contusions du gras qu'on pouvait observer à ce moment-là. Ensuite, même chose au niveau du muscle. On a parfois eu des hémorragies au niveau des muscles. Ensuite, on arrive au squelette de la carcasse. On doit enlever une bonne partie là, des côtes pour pouvoir accéder à l'intérieur de la carcasse de la baleine. Ces énormes animaux-là ont un taux de décomposition assez rapide et donc c'est certain que parfois, arrivé à l'intérieur de la carcasse, il y avait plusieurs organes qui manquaient à l'appel, donc qui pouvaient être décomposés ou avoir été expulsés de la carcasse à cause de la pression qui se met à l'intérieur de la carcasse en décomposition. Donc, on prend des échantillons de chacune de ces couches-là. On regarde aussi ce que j'ai pas dit, c'est au niveau du squelette, si on a des fractures aussi. Et puis, on documente tout ça au fur et à mesure. On prend des échantillons et puis après ça, notre travail se poursuit après la nécropsie en tant que telle. Donc, une fois de retour à la maison, ces tissus-là sont fixés dans le formol, sont coupés en minces tranches pour qu'on puisse en faire des lames puis les observer au microscope et voir s'il y a des changements. Donc, je dirais que la majorité de nos conclusions proviennent plutôt de nos observations au cours de la nécropsie en tant que telle parce qu'étant donné leur état de décomposition, ça affecte la qualité des tissus qu'on peut voir ensuite. Mais il y a d'autres échantillons aussi qu'on a pris pour faire des analyses toxicologiques. Donc, c'est certain qu'au début, quand on a un épisode de mortalité important comme ça, on doit garder l'esprit large sur ce qui les a causés. Donc, on a aussi investigué est-ce qu'il y a
des toxines qui peuvent avoir altéré le comportement des baleines et puis avoir fait en sorte qu'elles soient comme plus prédisposées à se faire frapper par des navires. Et puis, ça n'a pas été le cas. Donc, toutes les analyses toxicologiques qu'on a effectuées sont revenues négatives. Donc, on a éliminé certaines possibilités pour vraiment réduire l'entonnoir jusqu'aux conclusions qu'on a publiées dans le rapport. Oui, qui sont vraiment la cause de l'homme et de collisions. Quand les carcasses étaient en état de pouvoir, parce qu'il y avait certaines carcasses que vous n'avez pas pu analyser, mais celles qui ont été analysées, c'était vraiment ces causes-là. Oui, et il faut aussi penser qu'en plus des carcasses qui ont été trouvées dans le Golfe, il y a aussi 5 baleines qui ont été trouvées empêtrées vivantes. Certaines ont été désempêtrées et puis d'autres n'ont pas pu l'être. Mais compte dans le compte total de baleines qui ont été affectées par les activités humaines. Oui. Monsieur Michaud, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ces baleines noires? Est-ce qu'il existe, on pense à la législation, mais peut-être à certaines technologies? En fait, comme je le disais en début d'entrevue, aux États-Unis, dans les années 90-2000, on avait déjà mis en place toutes sortes de stratégies pour réduire les risques de collision, des réductions de vitesse dans des zones spatiales et temporelles qui s'ajustent selon la présence des baleines. Alors maintenant, on a des outils pour prédire où sont les baleines ayant été étudiées depuis plusieurs années. On peut dire, telle partie de l'année, les baleines vont être plus dans ce secteur-là. On arrive même à actualiser ces prédictions-là avec des drones sous-marins qui parcourent l'habitat des baleines, à l'écoute des baleines, qui retransmettent par satellite les informations sur la présence des baleines, et les zones de réduction de vitesse peuvent être ajustées en fonction de la concentration des baleines dans différents secteurs. Fait que ça a été mis en place aux États-Unis et il y a eu un certain succès. Maintenant, notre défi, c'est d'importer ces stratégies-là dans les eaux canadiennes, particulièrement dans le golfe Saint-Laurent. Et le défi, et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la présence des baleines noires dans le golfe Saint-Laurent est relativement récente. J'ai étudié les baleines depuis une trentaine d'années et dans les 10-20 premières années, il était exceptionnel d'avoir un rapport de la présence d'une baleine noire dans le golfe ou l'estuaire du Saint-Laurent. Et depuis 10 ans, ces observations-là se sont multipliées. Depuis 5 ans, on connaît la présence de bon nombre de baleines, et surtout depuis 2015. 2017 pourrait avoir été l'année où elles ont été les plus présentes, et malheureusement, aucune stratégie de protection avait encore été mise en place. Ça, c'est pour réduire les collisions, il faut savoir où sont les baleines, il faut pouvoir prédire où elles sont sur les bases de données accumulées, mais avec les nouvelles technologies, avec les drones, on pourra faire des prédictions à plus court terme et ajuster nos modes de navigation, vitesse, voies navigables pour réduire les risques. Ça, je suis assez confiant qu'on y arrivera. Pour les prises accidentelles, les empêtrements dans les câbles et les filets des pêcheurs, ça, c'est un défi plus grand. Nos collègues américains n'ont pas réussi encore à réduire de façon significative cette source de mortalité-là. L'arrivée des baleines noires dans le golfe Saint-Laurent soulève un nouveau problème parce que maintenant, ils ont maille à partir avec les casiers de crabes qu'ils n'avaient pas rencontrés encore sur la côte est américaine. Et les casiers de crabes sont très lourds. C'est des casiers qui peuvent faire 2 mètres de diamètre par 1 mètre de haut. Et là, on a un défi qui est d'autant plus grand. Les pêcheurs sont prêts à se relever les manches. Ils travaillent déjà avec nos collègues de pêche océan pour trouver des solutions. Est-ce que ce sera technologique ou stratégique, la solution? Tout le monde creuse, on l'a pas encore en main, mais on doit la trouver et le temps joue contre nous, ça presse. Oui, je vous remercie beaucoup. Ça presse aussi pour nous, tout le temps qu'on avait. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Émilie Couture, vétérinaire aux eaux de Grande-Baie, donc co-auteur d'un rapport scientifique sur les récentes mortalités. On va mettre le rapport en ligne. Et de Robert Michaud, directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. En chronique aujourd'hui, Ève Baudin, la directrice de rumeurs de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Ève, aujourd'hui, tu vas nous parler de méditation pleine conscience. Tu avais fait un article qui, au début, avait été publié dans Planète F. Exactement. Donc, on a une petite entente avec Planète F, le détecteur de rumeurs. On publie à chaque mois une rubrique, en fait, un article dans Planète F. Et donc, j'ai publié cet article sur la méditation pleine conscience à l'école, en fait. Donc, un angle un peu particulier.
Et puis, ce qui est ressorti de ça, c'est assez intéressant puisque finalement, il n'y a pas encore de programme à l'heure actuelle de cours de méditation qui est intégré au programme québécois d'enseignement, que ce soit au primaire ou au secondaire. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives qui viennent de professeurs, donc qui ont décidé de faire de la méditation pleine conscience dans leur classe. Donc, soit ils vont utiliser un programme qui est très, très, très connu dans le monde anglophone qui s'appelle Mind Up. Ça, c'est un programme qui a été développé par l'actrice américaine Goldie Hawn en collaboration, bien sûr, avec des neuroscientifiques et des psychologues. Et c'est un programme anglophone très connu, comme je le disais, puisqu'il est utilisé par à peu près, on dit, 1000 enseignants qui l'utiliseraient dans la région de Vancouver, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays. Mais il faut prendre la peine de le traduire soi-même. Donc, au Québec, il y a d'autres professeurs à ce moment-là qui vont plutôt choisir d'y aller avec un manuel qui est déjà en français, qui est le manuel pédagogique qui s'appelle Mission Méditation, qui a été développé par la psychologue Catherine Malbeuf-Urtubise et aussi le chercheur Éric Lacourse, et qui est très populaire auprès des enseignants. Et donc, ces deux programmes-là, quand même, se rejoignent dans la mesure où ils sont tous les deux issus du courant de méditation qu'on dit de pleine conscience, du terme mindfulness, donc qui a été popularisé à la fin des années 70 par John Kabat-Zinn, qui est un chercheur à l'École de médecine de l'Université du Massachusetts. Et finalement, c'est la méditation pleine conscience, ce qu'il faut savoir, c'est une version sécularisée de la méditation bouddhiste traditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune notion, disons, connotation spirituelle de l'encens, des choses comme ça. Et c'est pas non plus, disons, la vision qu'on aurait de prime abord de la méditation, parce que c'est pas seulement une méditation assise avec des yeux fermés. En fait, c'est vraiment au moyen d'exercices qu'on va essayer d'entraîner les jeunes à avoir une présence attentive. D'ailleurs, le terme présence attentive, c'est le terme qui est de plus en plus préféré des chercheurs là, qui sont dans le domaine francophone, parce qu'on trouve qu'il décrit mieux ce que c'est. Il décrit mieux ce que c'est le mindfulness, donc le terme présence attentive, que méditation pleine conscience. Donc, ce qu'on fait en classe, là, pour donner des exemples, on va demander à des jeunes de goûter à par exemple, un petit fruit acidulé comme la canneberge. Donc, on va lui demander, quand tu goûtes à une canneberge fraîche, qu'est-ce que tu peux me dire est-ce que tu peux le goûter, le sentir, le regarder, me décrire. En fait, tout ça sert à aider l'enfant à se connecter avec ses 5 sens, d'établir un lien avec son corps, son esprit, aussi créer un contact avec ses émotions. Donc oui, il y a des exercices où on va demander à l'enfant de s'asseoir, de respirer, de prendre une pause. Il appelle ça des pauses éclairs, de se demander comment il sent, quelles sont ses émotions et ses sensations. Et le but, en fait, c'est de reconnaître une émotion. Donc, si l'enfant est stressé, il pourra prendre conscience qu'il est stressé. S'il est fâché, prendre conscience qu'il est fâché, etc. Et c'est le but de ces fameux exercices de présence attentive qu'on fait à l'école. Et plusieurs professeurs qui font ce genre d'exercice-là disent qu'après un certain temps, les élèves finissent par l'utiliser aussi dans leur vie, donc à la maison, quand ils sont impulsifs, quand ils sont tristes, quand ils ont un malaise, et que ça les aide dans le fond, à apaiser leur stress, par exemple, s'ils sont stressés. Par contre, il faut savoir que les études sur la méditation pleine conscience chez les jeunes, bien, elles sont quand même... il y a encore peu d'études. Il y en a des méta-analyses qui ont démontré qu'il y a des bienfaits pour les jeunes enfants puis les adolescents, mais c'est encore, on pourrait dire, embryonnaire. Donc, par exemple, il y a des méta-analyses qui ont démontré que la présence attentive est prometteuse pour réduire le stress, l'anxiété chez les jeunes, augmenter leur bien-être, les aider à avoir une meilleure gestion de leurs émotions. Mais pour ce qui est, par exemple, de l'état dépressif, de la santé mentale, on ne sait pas exactement comment les jeunes réagissent. Et il faut savoir comme n'importe quel outil, mais c'est pas une méthode universelle. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui réagissent bien à cette méthode-là, puis il y a des jeunes qui réagissent pas bien ou pas du tout. Donc, il faut que ce soit ça étudié, parce que si on voulait, par exemple, implanter la méditation pleine conscience dans les écoles, il faudrait s'assurer que c'est une méthode universelle. Et là, on est très, très loin de ça, parce que justement, la science n'a pas pu démontrer que c'est, disons, suffisamment bon pour tout le monde pour l'implanter de façon universelle. Oui, donc il y a des bienfaits, mais c'est peut-être pas suffisant pour tout le monde.
Mais non, exactement. Et chez certains, par exemple, il y a des études qui ont démontré que chez certains, la méditation pourrait même augmenter l'anxiété ou la détresse psychologique. Et c'est vraiment pour bien identifier, par exemple, qui pourrait moins bien répondre et ne pas en fait créer des problèmes en implantant une méthode comme celle-là, que finalement les chercheurs, par exemple Catherine Malbeuf-Urtubis qui connaît bien puis qui a fait plusieurs recherches dans le domaine, elle ne recommande pas qu'on implante ça dans toutes les écoles du Québec parce que finalement les études sont pas là pour valider une implantation à large échelle. Par contre, c'est intéressant quand même de l'étudier pour valider scientifiquement quels sont les bienfaits, est-ce qu'il y en a, qui réagit bien, mais il faut évidemment faire des études qui ont des hautes exigences scientifiques, si on pourrait dire, en matière de recherche, parce que si on fait pas ça, on pourrait créer d'autres types de problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, cette chercheur-là, mais aussi plein d'autres chercheurs dans le monde font des études avec des groupes témoins pour valider qui réagit bien, qui réagit moins bien. Et Mme Malbeuf, par exemple, Urtubis, vient de débuter un programme de recherche qui va durer 7 ans. Donc, elle va prendre les enfants de la maternelle à la fin du primaire et elle va les suivre pendant 7 ans. Donc, toujours avec un groupe témoin qui ne fait pas de méditation pour vérifier si ça fonctionne, chez qui ça fonctionne, etc. Donc, ça ne veut pas dire que, en attendant, si le professeur de vos enfants à l'école a instauré des pratiques de pleine conscience, il faut s'inquiéter. Je pense que la plupart des professeurs savent déjà que c'est pas une baguette magique. Ils sont quand même assez sensibles à la façon dont les enfants réagissent dans la classe, sont très à l'écoute, en fait, des enfants dans la classe généralement. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle la méditation de pleine conscience n'est pas encore adoptée à large échelle au Québec et c'est important de le comprendre aussi. Oui, on va voir s'il y a d'autres études et peut-être à un moment donné un peu plus de validation scientifique. Je te remercie beaucoup. Voilà. Ève, c'était Ève Baudin, la détectrice de rumeurs de l'agence Science Presse. Vous pouvez lire ce qu'elle fait sur le site de l'agence Science Presse, donc à sciencepresse.qc.ca. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. von Home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy